Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de notre édition de Nice. Bonjour Frédéric. Le plaisir est réciproque, bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Philippe Tabarot, ministre des Transports. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Tabarot, vous avez annoncé que le week-end risquait d'être particulièrement compliqué sur les routes en France en raison de la neige et du verglas. Comment faire en sorte de ne pas revivre les images qu'on a tous en tête d'automobilistes bloqués dans leur voiture les hivers précédents ? Écoutez, tous les services qui dépendent à la fois de l'État, des autoroutes et des départements sont mobilisés de manière préventive déjà depuis quelques jours. J'ai eu l'occasion d'aller les visiter en région parisienne hier matin et je peux vous dire que à la fois les 7500 agents et puis les 6000 engins sont prêts et ont commencé déjà à agir, pour certains de manière préventive et puis pour d'autres déjà en intervention, puisque la neige est arrivée dans un certain nombre de départements. On a une 60aine de départements qui sont en vigilance, donc les messages à passer bien sûr sont les messages de prudence, d'essayer de reporter le plus possible ces déplacements, et quand il est impossible de les reporter, de bien prendre les renseignements et les informations. Là aussi, on a maintenant des moyens de communication à travers les réseaux, à travers les radios, à travers les chaînes d'information, pour pouvoir, avant son trajet, pouvoir prendre les renseignements nécessaires. Et puis, il y a également la législation qui a évolué. Je pense notamment à l'obligation d'avoir un certain nombre d'équipements dans les véhicules qui peuvent éviter, je l'espère, ces situations de chaos. En tout cas, on reste très mobilisé et je sais que le week-end, et je l'ai dit dès hier, sera un week-end compliqué, mais les services de l'État, comme ceux des départements qui ont aussi la responsabilité des routes départementales, sont à pied d'œuvre pour passer cet épisode que nous souhaitons le moins pénible possible pour les automobilistes. Philippe Tabarot, le 23 décembre dernier, vous étiez nommé ministre des Transports à la surprise générale, y compris la vôtre. Presque un an plus tard, quel est le premier bilan que vous pouvez dresser de votre action ? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille puisque, comme vous l'avez dit, j'ai été nommé pour une première ministre le 23 décembre dernier. J'ai eu l'occasion d'être nommé déjà 2 autres fois ministre, que ce soit dans le Le Cornu 1 et dans le Le Cornu 2, puisque... Le Cornu 1 a été rapide. Le Cornu 1, une nuit, je me suis endormi ministre, je me suis réveillé, j'étais devenu ministre démissionnaire. Mais en dehors de l'anecdote, oui, j'ai essayé pendant toute cette période de servir mon pays, parce que c'est ce qu'on attend d'un ministre, de le servir dans un domaine que je connais plutôt bien et où modestement mes compétences ont été reconnues, en tout cas à l'échelle régionale et maintenant je l'espère à l'échelle nationale, et puis ne pas oublier d'où je viens également, et j'ai en permanence la préoccupation de mon territoire, de ma région, de mon département des Alpes-Maritimes dans mon action. En tout cas, à titre personnel, c'est une expérience extraordinaire, comme le terme l'indique si bien, et où en tout cas j'ai cette volonté de continuer à servir. La question s'est posée de savoir si j'allais rester, et le nouveau Premier ministre a souhaité m'accorder de nouveau sa confiance par 2 fois, dans le Le Cornu 1 et le Le Cornu 2. Donc je me sens engagé vis-à-vis de lui et vis-à-vis de notre pays. Et puis je pense que le secteur des transports, qui avait connu tellement de ministres avant moi, a besoin d'une certaine continuité, et je pense également, comme je viens de le dire, qu'il n'est pas inutile pour les Alpes-Maritimes d'avoir un ministre. Ça avait plus été le cas depuis un certain nombre d'années, le passage notamment de Christian Estrosi et de Jean Leonetti, et je pense que c'est intéressant pour faire avancer nos dossiers de mobilité et d'autres dossiers également. On reviendra sur ces dossiers-là. Frédéric. Absolument. Sébastien Lecornu se bat pour faire adopter le budget par tous les moyens. Est-ce que le Premier ministre a des chances d'y arriver selon vous ? Et je pense que dans le contexte actuel, s'il y a une personne qui est en capacité de pouvoir le faire, c'est Sébastien Lecornu. Il a une connaissance
parfaite de notre pays. Il a été maire, il a été président de département, il est ministre maintenant depuis 8 ans avec un certain nombre de réussites, notamment dans le secteur des armées, mais il a touché à d'autres secteurs. Il connaît très bien le Parlement aussi, il est sénateur, il connaît par cœur l'Assemblée nationale, il a une volonté de dialogue avec tous les groupes, il a conscience que c'est le seul moyen pour faire passer ce budget et il essaie de le faire. Il essaie de le faire pas pour durer puisqu'il l'a clairement dit, il ne souhaitait pas forcément rester après le Cornuin, mais le président de la République lui a fait de nouveau confiance parce qu'il pense que c'est l'homme de la situation, ou une situation qui est pas simple. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, et je pense sincèrement que c'est lui et personne d'autre. Le sort du gouvernement, il est uniquement dans les mains du Parti socialiste ? Non, ce serait trop simple si c'était le cas. Bien sûr, il y a d'abord et avant tout ce socle commun qui s'est constitué après et autour de Michel Barnier suite à sa nomination, et puis ce socle commun doit avoir sur certains sujets des personnes et des parlementaires qui viennent en renfort. Ça manque de solidarité au sein du socle commun ? Non, je pense que globalement, bien sûr, chacun a sa vision des choses. On a vu qu'il y a eu quelques différences qui ont été exprimées, mais globalement, je pense qu'il existe encore. Et puis, il peut y avoir ponctuellement des alliés sur des sujets différents. Des alliés sur la question des retraites, c'est bien sûr le Parti socialiste, et des alliés également sur la question du travail plutôt que l'assistanat, sur la question de la désocialisation des heures supplémentaires. Les Républicains qui ont montré que quand le gouvernement prenait un certain nombre de mesures, notamment contre la fraude fiscale et sociale, les LR étaient susceptibles de pouvoir soutenir le gouvernement et ils l'ont fait sur certains textes. Et vous êtes à l'aise là-dedans, notamment quand on abroge, on reporte la réforme des retraites. Vous qui êtes un partisan de cette réforme des retraites, est-ce que vous êtes à l'aise au sein de ce gouvernement ? Moi, je suis conscient que le plus important pour notre pays, c'est de lui donner un budget avant le 31 décembre prochain. Je suis conscient que le prix de l'instabilité politique est trop grave à payer, à porter pour notre pays, et que c'est la priorité des priorités. Et que quelque part, il faut savoir faire des concessions, des compromis. Bien sûr que me paraît indispensable, de par simplement la pyramide des âges, de par simplement ce qu'on voit sur les autres pays européens, qu'on puisse traiter cette question des retraites de manière sereine, mais de manière, je dirais, inéluctable dans le temps. Alors, avec un système de répartition auquel certains, dont je fais partie, sont attachés, mais pourquoi pas avec une part de capitalisation. Mais je pense que le débat pour les présidentielles en 27 va nous permettre que chacun puisse prendre des positions, et puis les Français trancheront à ce moment-là, et plus qu'un débat qui, quelque part, a laissé pour certains un goût amer, notamment avec l'utilisation de ce fameux 49.3 qui n'est plus d'actualité, comme vous avez pu le constater. Mardi, le chef d'état-major des armées a provoqué la stupeur en appelant devant les maires les Français à se préparer à des sacrifices économiques, mais aussi à des sacrifices humains dans le contexte de menaces russes. Est-ce qu'il a eu tort, Fabien Landon, de s'exprimer de la sorte ? Je ne dirais pas sur le fond. Je reste persuadé que peut-être notre pays a perdu quelque part aussi ce sens du sacrifice que d'autres générations ont connu, et que notre pays a connu dans toute son histoire. Et les Français ont été tellement exemplaires dans cette grande histoire qui fait aujourd'hui notre nation et notre pays. Après, sur l'utilisation des termes, c'est vrai que certains termes ont peut-être été mal compris ou ont pu créer un certain émoi parce que c'était plutôt des termes de militaires, et on est quand même globalement une majorité de civils dans ce pays. Quand on parle aux Français de sacrifier leurs enfants, effectivement... Bien sûr que ce sont... Mais ça a été circonscrit depuis aux seuls militaires. Les enfants, ce sont ceux qui sont engagés. Bien sûr. La conscription dans notre pays a laissé de mauvais souvenirs. Alors, je ne parle pas la conscription de ceux qui allaient faire leur service militaire avant la réforme Chirac, dont je suis une des dernières générations et qui en est très fier. Mais je parle à la conscription, notamment lors de certains conflits, et notamment la guerre d'Algérie qui avait beaucoup marqué nos concitoyens
citoyen qui était parti pour un service dit militaire classique et qui avait été multiplié en termes de durée pratiquement par 3 et dans les conditions qu'on sait. Donc c'est vrai que ces termes sont toujours assez traumatisants. Pour autant, même s'ils sont légitimes au fond, c'est ce que vous dites. Ils sont légitimes au fond. Je pense qu'il faut qu'on retrouve un sens quelque part du sacrifice quand c'est pour l'intérêt de notre pays. Alors, autre question d'actualité. Demain, le militant engagé contre le narcobanditisme Amin Kessassi appelle à se mobiliser partout devant les mairies après le meurtre de son frère Mehdi à Marseille, considéré comme un crime d'avertissement sans précédent dans notre histoire. Le narcotrafic est-il hors de contrôle, selon vous, en France ? Ce serait malhonnête de dire l'inverse. Je dirais pas qu'il est totalement hors de contrôle parce qu'il y a une prise de conscience depuis un certain nombre d'années et puis je dirais même de mois à travers la loi sur le narcotrafic qui a été votée par le gouvernement d'initiative parlementaire et sénatoriale. Je tiens à le signaler. Je garde un attachement tout particulier. Exactement. Et Bruno Retailleau bien sûr l'a porté avec Gérald Darmanin. Le président de la République fait régulièrement des conseils de défense sur ce sujet auquel j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'assister puisque dans ma délégation au transport il y a également la question des ports et les ports sont malheureusement des plaques tournantes quelquefois de ce narcotrafic. Par contre il est évident qu'il y a eu encore ces derniers mois et ces derniers jours une montée en puissance. Alors certains diront parce que les narcotrafiquants sont dérangés dans leur activité depuis quelque temps, parce qu'il n'y a plus l'impunité qu'ils ont pu ressentir depuis tant d'années, qu'il y a une volonté politique de mobilisation très forte pour essayer d'éradiquer cette situation qui malheureusement existe dans d'autres pays européens, et je ne cite même pas les exemples qui sont bien connus dans le monde entier. En tout cas, oui, la mobilisation doit être forte. Là, en l'occurrence, elle passe par des citoyens, des associatifs, mais en tout cas, la puissance publique doit être mobilisée à 200%. C'est la raison de la présence hier à Marseille, vous l'imaginez bien, très symbolique à la fois du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. C'était très symbolique parce qu'aucune mesure n'a été annoncée. Sinon, un renforcement des magistrats. Je pense que l'arsenal de la loi narcotrafic, tel qu'il a été voté, doit pouvoir permettre de lutter beaucoup plus efficacement avec des mesures qui vont se prendre très rapidement. Et quand je dis très rapidement, je peux vous dire, pour avoir porté une loi sur la sûreté dans les transports il y a quelques années maintenant, puis quelques mois, quand on décide d'une loi, quand on arrive à la faire inscrire, quand on arrive à la faire voter, et quand on arrive à sa promulgation, et quand on arrive à avoir enfin les décrets d'application, il se passe malheureusement trop de temps dans notre pays. Donc j'espère que pour la loi narcotrafic, son application concrète sur le terrain va pouvoir se faire le plus rapidement possible parce que je pense qu'elle va répondre à beaucoup de situations compliquées aujourd'hui. Alors pour en revenir au sujet des transports, les concessions autoroutières arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce que vous voulez changer ? Alors je veux que les concessionnaires actuels aillent jusqu'au bout de la concession et respectent cette concession et fassent jusqu'au dernier jour les travaux. Donc ils continuent à investir. Qu'ils continuent à investir, c'est clairement exprimé. Je leur ai donné une feuille de route, c'est pas un contrat qu'on a passé, je leur ai imposé un certain nombre de travaux à faire pour terminer ces 7 années de concession. En l'occurrence, je pense, pardonnez-moi, à Escota, c'est un tropisme maralpin, que ce soit un certain nombre de murs anti-bruit, un certain nombre d'études sur des échangeurs, que ce soit la question de biotes et des bus. Parce qu'ils auraient pu ne pas honorer leur contrat jusqu'au bout, c'est un contrat a priori. C'est une pratique. C'est en tout cas de redire que l'État revient au cœur de ces concessions autoroutières et que les concessionnaires ne doivent pas obliger leurs obligations. Et puis je les ai remis au goût du jour, je dirais, par rapport à des contrats qui durent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, de rappeler également que j'ai demandé un certain nombre de choses sur le contournement de Nice. Donc tout ça est dans ce qui va se réaliser dans ces 7 prochaines années. Et après, à travers la conférence de financement que j'ai souhaité, on imagine les autoroutes de demain. Les autoroutes de demain, qu'est-ce qu'on souhaite pour ces autoroutes ? Et là aussi, je souhaitais
je le reconnais, peut-être préempter un peu ce débat avant l'élection présidentielle qui, à mon avis, peut être sur ce sujet en tout cas délétère parce que certains auraient peut-être tendance à vouloir partir sur une gratuité, sur une renationalisation. La gratuité, c'est le cas par exemple sur certaines autoroutes en Espagne. C'est pas votre choix. Et c'est un échec cuisant de la bouche même de mon homologue espagnol qui pourtant est loin d'avoir le même positionnement politique que moi. Parce que l'entretien n'est pas à la hauteur ? Parce qu'il n'y a plus d'entretien, l'État n'a pas les moyens de le faire directement, et parce qu'aussi il y a une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez en place la gratuité, vous ne pouvez pas la mettre en place que pour vos ressortissants. C'est-à-dire que tous les camions en transit de l'Europe de l'Est qui passent par l'Espagne ne payent rien, ne payent rien, et donc ne participent pas à entretenir ces routes. Moi, je suis pour qu'on paye le juste prix dans notre pays, que ce soit l'usager qui puisse payer. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que le produit de ces péages puisse revenir au secteur du transport, à la fois pour garder un bon niveau d'entretien, pour décarboner les autoroutes, et puis pour financer d'autres secteurs du transport qui ont besoin d'investissement. Et je pense notamment aux infrastructures ferroviaires. On est bien placé pour le savoir ici. On a un niveau d'investissement sur le ferroviaire de 3 milliards par an qui est insuffisant aujourd'hui. Il nous faut 1,5 milliard supplémentaires pour pouvoir moderniser, régénérer nos voies ferrées, pour ne pas les voir fermer ou les voir être beaucoup moins performantes. Et je pense également à nos routes nationales, nos routes départementales, qui ont besoin d'investissement immédiatement parce que tous les jours se crée une dette grise. Et plus on retarde ce process pour investir, plus les coûts seront importants demain. La 8, elle n'est pas trop chère aujourd'hui ? La 8, elle est... pour les usagers, je veux dire, en termes de péage. Pour les usagers, c'est toujours trop cher. Bien sûr, je pense qu'il faut la maîtriser, cette évolution dans le temps. Il faut continuer ces investissements. Et puis, il faut continuer à la décarboner. Après, clairement, il faut rappeler aux concessionnaires que c'est un patrimoine de l'État, c'est notre patrimoine commun, c'est 10 000 kilomètres d'autoroute, et on peut demander à d'autres de l'entretenir, mais on doit rester au cœur de ce dispositif. On doit revoir peut-être des concessions qui soient plus courtes, qui soient mieux réparties de manière pertinente au niveau national, et que surtout on profite au maximum du produit de ces autoroutes pour investir sur les autres modes de transport. La consommation de protoxyde d'azote est à l'origine de plus en plus d'accidents dramatiques. Est-ce qu'il faut purement et simplement interdire la consommation de ce produit ? En tout cas, pour les personnes qui ensuite prennent un véhicule, bien sûr, là, il y a un flou juridique. Moi, j'ai été traumatisé par cet accident et par ce qui s'est passé, bien sûr, avec ces 2 infirmières d'Arnaud Zang à Mougins, en juin dernier, puisque, c'est mon territoire, ce sont des personnes que je ne connaissais pas personnellement, mais on avait des amis en commun, et ça a profondément marqué. Et la consommation de protoxyde d'azote a été démontrée dans cet accident-là ? Écoutez, je n'ai pas totalement les résultats de l'enquête, mais enfin il y a quand même de fortes présomptions. Et puis moi, il y a un sujet qui est par contre directement de mon ressort, c'est la question des cars scolaires. J'ai lancé un grand plan, le plan Johanna, suite au décès d'une petite Johanna en Eure-et-Loire qui se rendait simplement dans son lycée ou son car scolaire parce que le conducteur conduisait trop vite et était probablement sous l'emprise de stupéfiants, est décédé. Donc j'ai monté des contrôles sur l'ensemble du territoire avec le ministre de l'Intérieur, et puis nous allons mettre en place dans les mois qui viennent un stupotest, comme ça avait été fait déjà précédemment, mais uniquement sur l'alcool, qu'on va élargir aux drogues. Et quand je dis aux drogues, ce sont à toutes les drogues, aux drogues de synthèse, au cannabis, à la cocaïne et au protoxyde d'azote, pour revenir sur votre question, où un conducteur ne pourra pas mettre en route son bus ou son car sans avoir passé ce test. Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, et ce sera en application, si tout va bien, dans moins de 6 mois. Et les contrôles sont déjà par contre exécutés quotidiennement de manière aléatoire dans toutes les entreprises de transport, au
auprès des 30 000 conducteurs dans notre pays qui ne sont pas, et je tiens à le dire, 30 000 conducteurs qui qui conduisent nos enfants sous l'effet de produits, mais je pense que c'est indispensable d'éradiquer les quelques-uns qui le font, et à travers ce système moderne, on va pouvoir le faire. Et au-delà des professionnels de la route, est-ce que c'est envisageable pour les automobilistes normaux? Puisque pour le moment, il n'y a pas de contrôle et de détection. Moi, je le souhaite. Alors, la question de la sécurité routière est un sujet qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais je m'y intéresse. J'ai souhaité en parler déjà, bien sûr, à Bruno Retailleau, maintenant à Laurent Nunez et à la ministre déléguée. Nous avons très prochainement un certain nombre d'annonces à faire avec la nouvelle déléguée ministérielle, parce que je ne suis pas satisfait des chiffres que j'ai lus. Alors, à part le chiffre du mois d'octobre, mais qui masque une réalité d'une tendance au nombre d'accidents qui est en train de remonter très fortement dans notre pays, et je pense qu'il faut de nouveau prendre des mesures qui soient très coercitives, des mesures également préventives, mais qu'on ne peut pas se contenter d'avoir autant de morts sur nos routes, quelle qu'en soit la raison. J'enchaîne. Depuis le 29 juin, c'est Transdev qui opère le service TER entre Marseille et Nice. Est-ce que vous êtes satisfait 5 mois plus tard de cette offre de service? Moi, je suis concurrence effective maintenant. Moi, je suis satisfait qu'il y ait eu l'ouverture à la concurrence dans notre pays. J'y ai pris ma part en région Provence-Alpes-Côte d'Azur quand j'étais en responsabilité, puis en tant que sénateur, à la fois, donc ça se fait dans les régions, vous l'avez rappelé, et notre région a été dans les précurseurs, à jamais les premiers, comme je l'ai dit à nos amis marseillais, ils aiment bien qu'on leur dise ça, et puis également avec du libre accès pour la grande vitesse, et je pense notamment à la compagnie Trenitalia, à la compagnie espagnole également, et puis à une compagnie française Velvet qui va bientôt proposer une offre de transport supplémentaire en grande vitesse dans l'ouest de la France. Tout ça pour dire que quel est l'intérêt de l'ouverture à la concurrence? L'intérêt de l'ouverture à la concurrence, c'est d'augmenter l'offre ferroviaire. Pour moi, c'est le plus important. Et on voit que partout, ça augmente environ de 30% quand il y a une offre ferroviaire supplémentaire sur certains segments. Et puis, c'est en l'occurrence à prix constant. Alors, pas forcément pour l'usager, même si on voit que dans la grande vitesse, la tarification avec l'arrivée de nouveaux opérateurs est en train de baisser de 10 à 20%, mais je pense pour les régions qui ont 30% de trains en plus, avec la même somme qui est donnée aux opérateurs. Donc, c'est gagnant-gagnant. Après, la qualité de service, on peut en parler, et je n'ai jamais nié que ça allait régler toutes les questions de qualité de service. Je crois que les chiffres de Transdev sont plutôt très encourageants, mais la qualité de service, en dehors de la magnifique voix qui peut vous annoncer un certain nombre de choses, à travers la possibilité de se restaurer ou autre, plus ou moins bien, la qualité de service, c'est le réseau. Et ça, c'est la mère des batailles. Jean Castex l'a dit encore quand il a pris ses fonctions. C'est ça le plus important. La question d'un usager. La question d'un usager. Moi, je circule beaucoup sur les TER de la région. Ça fonctionne très bien dans l'ensemble, franchement. C'est vous l'usager ou c'est le... C'est moi. Ah non, d'accord, je croyais que c'était... Ça fonctionne très bien. Je constate juste un truc, c'est qu'il n'y a jamais de contrôle. Est-ce que ça veut dire que la SNCF, les collectivités ont renoncé à faire contribuer les passagers et au profit des contribuables? Non, je peux pas vous dire sur j'ai pas suivi vraiment l'évolution et les moyens qui étaient mis au niveau des contrôleurs sur le réseau Provence-Alpes-Côte d'Azur que je connais bien, mais ce que je sais en tout cas au niveau de la lutte contre la fraude, qu'à travers ma loi sur la sécurité dans les transports, on a donné les moyens nécessaires aux contrôleurs d'agir encore plus, d'avoir la possibilité de mettre des amendes le cas échéant dans un cadre juridique qui soit sécurisé, avec des amendes qui soient adaptées, avec des caméras piétons aussi qu'ils ont la possibilité de porter s'ils le souhaitent en cas de litige ou en cas de menace que pourrait leur faire, je ne parle pas de vous monsieur Maurice, mais d'autres usagers potentiellement. Donc oui, on a l'arsenal pour
pour pouvoir le faire. Après, les régions mettent plus ou moins les moyens. Après, il faut savoir que les régions jouent beaucoup aujourd'hui maintenant plus sur le nombre d'abonnés et ils peuvent vérifier de différentes manières si les abonnés sont à jour de leur carte et peut-être un petit peu moins sur le voyageur occasionnel. En tout cas, je me rappelle que quand j'étais en responsabilité, il y avait un manque à gagner conséquent au niveau de la fraude et qu'on avait mis en place des brigades qui, je pense, fonctionnent un petit peu toujours, enfin même beaucoup, mais peut-être pas sur le secteur que vous prenez, sur d'autres secteurs. Je suis sincèrement pas en mesure de vous dire exactement, et puis je ne sais même pas quels sont vos trajets, je ne vous les demande pas, ça vous est personnel, monsieur Maurice. C'est une autre histoire. Philippe Tabarot, vous nous aviez annoncé sur ce plateau le 14 février la réouverture du tunnel de Tende. Elle a eu lieu dans les temps, le 28 juin, mais les horaires d'ouverture sont pour le moment très restreints. Est-ce qu'ils vont être élargis pour les vacances de Noël ? Alors, merci de me donner l'occasion de rappeler un certain nombre de choses sur ce tunnel. Je rappelle que les travaux avaient commencé il y a 10 ans. Le tunnel a été fermé complètement pendant 5 années et que quand je suis arrivé en responsabilité, tout était au point mort. Le 3 janvier de mémoire, j'étais venu sur le tunnel et je m'étais engagé à ce que le tunnel puisse enfin réouvrir, même partiellement, avant la saison d'été. Parce qu'on savait, et les habitants de la Roya, comme nos amis italiens des provinces voisines, nous avaient dit que si le tunnel ne réouvrait pas pour l'été, il en était terminé de l'activité économique du secteur. On a réussi à tenir cet engagement. Je peux vous dire que je me suis battu presque matin, midi et soir, que j'ai vu mon homologue italien de nombreuses fois dans le cadre d'un rapport de force, avec d'autres échanges que nous avons également sur d'autres infrastructures en partage entre nos pays. Et on y est arrivé, on l'a fait. Je rappelle quand même qu'au moment fort de la saison, c'était près de 25 000 personnes qui ont pris ce tunnel par semaine entre la France et l'Italie. Après, il manque un certain nombre de travaux à la fois à l'intérieur du tunnel, mais finalement très peu, et des travaux sur les voies d'accès qui vont être indispensables. La décision qui a été prise par la conférence intergouvernementale, c'est de laisser 2 ouvertures le matin et le soir, notamment pour les travailleurs transfrontaliers, et le reste du temps de mener à bien ces travaux. Bien sûr qu'il y a des périodes un petit peu plus sensibles et arrive la période des fêtes, la période économiquement importante également pour nos 2 territoires et où je vais demander à la commission intergouvernementale de pouvoir avoir une réouverture plus importante et plus large pendant cette période indispensable. Après, il faudra passer par une autre période et ils décideront quand, comment pour pouvoir terminer définitivement ces travaux. Mais je pense que c'est indispensable de pouvoir terminer l'ouvrage, mais le faire le plus rapidement possible. Certains souhaitaient du travail de nuit, c'est compliqué, il y a des contrats qui ont été pris avec les entreprises italiennes. En tout cas, sachez que je dois revoir mon homologue dans le Conseil européen des ministres des Transports à Bruxelles au début du mois de décembre, et je ne manquerai pas de lui dire notre volonté pendant la période de fête de vouloir et de voir réouvrir totalement le tunnel. Par contre, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse aussi, il y a une dernière partie qui doit se faire, c'est le réalisage, comme on dit, du tube historique pour qu'on n'ait plus ce feu alterné. Mais là, ce que je souhaite, c'est que tout le monde se remette autour de la table, savoir si on est tous d'accord pour mener à bien définitivement ce chantier. Écoutez, moi je dis simplement que alors je ne vais pas dire que c'est les mêmes, mais que certains qui reprochent aujourd'hui qu'on n'ait pas suffisamment d'heures d'ouverture pour le tunnel, quand le tunnel tournait cet été à plein pot, comme on dit, était totalement ouvert avec ses 25 000 personnes par semaine, se plaignaient des conséquences que ça fait dans la vallée en termes de trafic, en termes de vitesse peut-être excessive. Certains ont souhaité prendre des arrêtés, mettre des feux et tout ça. Donc sincèrement, c'est de l'argent public énorme qui est investi par l'État, par le département,
par la région. Je souhaite qu'on soit tous d'accord de savoir si on va au bout de ce projet qui était le projet initial d'enlever l'alternat, ou s'il y a des élus qui vont immédiatement, dès qu'on va commencer le réalisage, ou en tout cas dès qu'on va réouvrir totalement le nouveau tube, de se plaindre par rapport aux conséquences que ça peut entraîner. Malheureusement, il faut trancher, on ne pourra pas avoir les deux, et si on a deux voies bidirectionnelles demain, il y aura du trafic, certes qui apporteront des nuisances, mais apporteront aussi de l'activité économique dans cette vallée de la Roya, qui en a besoin, qui était déjà en difficulté avant la tempête Alex, et qui essaie de se reconstruire. On doit l'aider à se reconstruire. Moi, j'ai un attachement charnel pour cette vallée, à travers ce tunnel, et à travers l'épisode de la tempête Alex que j'ai vécu directement, avec les hélicoptères qu'on avait mis en place, avec la région, avec la présence auprès des maires pendant toute cette période. Question locale. Il y a aussi la ligne Nice-Breil. Là aussi, les promesses sont tenues. Nice-Breil, dossier que j'ai commencé à suivre en tant que vice-président de la région, et que je vais avoir l'immense honneur d'inaugurer avec le président de la SNCF. Alors je donne à Nice Matin ce scoop. Nous serons le 15 décembre à Nice et à Breil-sur-Roya avec le président Jean Castex, bien sûr avec le président de la région Renaud Muselier, puisque la région a été le principal financeur de cette ligne, bien sûr le maire de Nice, le maire de Breil, et puis tous les maires qui sont traversés, qui ont perdu du temps, je dirais, dans cette période de travaux qui a été assez longue, mais c'était obligatoire pour sauver cette ligne. Ouais. Vous savez, je regardais un petit peu mes réseaux sociaux hier ou avant-hier, ça m'arrive de temps en temps, et on a on vous met des notifications d'il y a quelques années en souvenir, et je me suis retrouvé d'un article que j'avais fait dans Nice Matin où j'avais dit, je pense qu'il y a 6 ou 7 ans, la ligne Nice-Breil est définitivement sauvée. Donc voilà, cet engagement va être tenu, et il sera tenu le 15 décembre. Alors, on va descendre un peu plus vers le littoral. Le projet de création d'un métro entre Nice et Monaco revient régulièrement dans les discussions. On regarde Philippe Ortelli, c'est le président de la Fédération des entreprises monégasques. C'était sur Monaco Info. Nous arrivons au bout d'un système de transport et de logement des actifs. Pour nous, la seule solution raisonnable existante, technologiquement existante, réalisable, puisque les Suisses l'ont démontré encore très récemment, c'est de construire une infrastructure indépendante de la SNCF qui permette de déplacer 25 000, 30 000 personnes, peut-être bien un jour 50 000 personnes au quotidien pour entrer et sortir de Monaco sans aucune émission de CO2, dans des conditions humaines de temps beaucoup plus rapides que l'heure et demie qu'on met aujourd'hui pour venir de Nice. Philippe Tabarot, un projet de métro Nice-Monaco, c'est pas réaliste? Je ne le pense pas. Enfin, quand j'entends le président Ortelli parler de projets raisonnables, ça peut pas être un projet raisonnable. Pour quelle raison? Tout simplement parce que en termes de coûts, en termes d'emprise foncière, quand je dis de coûts, c'est déjà de coûts d'études. J'aimerais, on peut partir pour 10 ans d'études, on peut financer des bureaux d'études, des entreprises à faire des études pendant 10 années. On sait que c'est pas viable financièrement. Deuxièmement, que la législation dans notre pays, et je suis bien placé pour le savoir, vous saviez combien je me bats pour qu'on reste un pays de bâtisseurs, qu'on puisse faire de beaux projets, et notamment le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. J'en parle parce que c'est un symbole de la difficulté de sortir encore des projets d'investiture, d'investiture, c'est qu'on se rapproche des municipales, et j'ai peut-être anticipé vos prochaines questions, d'investissement dans notre pays, de se dire que je vois combien c'est compliqué à travers les différents recours, à travers toutes les questions environnementales, de se dire que sur un projet qui aurait comme emprise probablement 95% le territoire français et très peu le territoire monégasque, serait totalement impossible à faire aujourd'hui, je le pense sincèrement. Financièrement,
techniquement, et je pense que ce n'est pas de toutes les manières la bonne solution. Déjà, c'est une solution si jamais on arrivait à passer toutes ces étapes à 20, 25, 30 ans. Et puis, je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont en passe de pouvoir aboutir et qui sont plus réalistes et à court terme. Alors, je pense bien sûr à la ligne nouvelle, à la ligne SNCF, qui va permettre par sa modernisation d'avoir moins d'incidents comme on peut en connaître. On a déjà un train au quart d'heure aujourd'hui, et notamment avec tous les systèmes dits de RTMS, c'est un peu technique, mais on pourra encore rajouter des trains demain pour venir en principauté, avec une robustesse beaucoup plus importante que ce qui est fait aujourd'hui. Et puis il y a d'autres projets, comme le projet de Trémy, de Brasca, de parking relais également. Je pense que c'est plusieurs projets comme celui-là, plutôt qu'un projet à 20 ou 30 ans qu'on ne pourra pas faire techniquement et qu'on ne pourra pas financer, qui me paraît totalement illusoire aujourd'hui. Pour le moment, il n'en est pas question. Moi, le plus facile pour moi, ce serait de dire oui, c'est une super idée. Vraiment, je veux être réaliste pour nos amis monégasques. Je veux être réaliste pour toutes les personnes qui vont travailler en principauté. Peut-être que ce qui est possible en principauté, on l'a vu à travers certaines constructions sur la mer, serait totalement impossible chez nous aussi. On n'a pas la même législation, on n'a pas les mêmes contraintes environnementales. Voilà, je ne dis pas que ce problème de mobilité entre les Français, les Italiens et la principauté ne doit pas être réglé, mais je pense plus à la solution ferroviaire plus robuste, à la question des parkings relais et de l'accès à ces parkings relais dans le centre de la principauté, plutôt que de partir pour 10 ans d'études qui nous diront au bout de 10 ans si on est en capacité de faire ce projet. Mais sincèrement, ce serait pas honnête de ma part de laisser espérer, de faire rêver avec un tel projet. Un mot rapide, est-ce que les retards à répétition à l'aéroport, c'est bientôt fini ? Il faut le demander aux compagnies, aux contrôleurs aériens. Les compagnies, on n'est pour rien, c'est les contrôleurs aériens. Ils se partagent, peut-être que la part est plus importante en ce moment pour les contrôleurs aériens que pour les compagnies. Mais les compagnies ne peuvent pas totalement non plus, les gestionnaires d'infrastructures, s'exonérer totalement. Mais c'est vrai qu'il y a une recrudescence des retards dû à un problème de contrôle aérien, pas exclusivement à Nice, mais dans le sud-est de la France. Vous avez lancé un renfort ? J'ai déjà demandé une étude de l'inspection générale qui va être rendue dans les jours qui viennent pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment et pourquoi le sud-est de la France est impacté, notamment à travers les tours d'Aix-Marseille et celle de Nice. Et puis, oui, j'ai souhaité qu'on ait un renfort d'effectifs, en particulier sur la tour de Nice, d'une 35 contrôleurs dans les 3 prochaines années, mais aussi et surtout, je veux pouvoir contrôler l'effectivité du travail aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous allons installer, comme dans d'autres tours en France, une pointeuse électronique, badgeuse électronique, pour pouvoir voir si tout le monde est à son poste, tout le monde est concentré sur son travail, pour que on sécurise les passagers qui ont été, vous l'imaginez, fortement inquiets des épisodes malheureusement à répétition qu'on a connus. Pas uniquement à Nice, même si à Nice, on est passé à côté d'un accident très grave et on a eu un incident très grave, mais d'autres tours aussi, et des exemples que je pourrais multiplier. Il faut qu'on modernise notre contrôle aérien dans notre pays. Il faut qu'on trouve un rapport social beaucoup plus apaisé qu'aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse utiliser des systèmes qu'on vend au monde entier à travers notamment des boîtes comme Thales et qu'on n'arrive pas encore à utiliser aujourd'hui. Je pense notamment en termes d'intelligence artificielle. Et puis oui, une présence humaine, mais une présence humaine effective, concrète et pas une auto-organisation au sein des tours. Pour finir sur les transports, Ryanair a décidé de se retirer de plusieurs aéroports français en raison de la taxe sur les billets d'avion. La compagnie vous a exhorté hier à supprimer cette taxe et à réformer le contrôle aérien pour, je cite, sauver le marché du transport aérien français. Comment réagissez-vous à cet appel ? Écoutez, j'étais très défavorable à l'augmentation, à l'instauration de cette taxe quand j'étais encore sénateur et d'autant plus que je pense qu'elle pénalise le transport aérien plus l'aviation d'affaires qui est en grande difficulté de par cette taxe, et on voit que aussi également dans l'aviation commerciale, la France ne progresse pas autant qu'elle aurait dû progresser, comme le font d'autres pays européens,
Et une des raisons est peut-être et probablement cette taxe, là aussi on aura les chiffres dans pas longtemps. Je n'ai pas souhaité bien sûr qu'elle soit augmentée et puis elle ne profite que très peu au secteur des transports, ce qui m'embête. Moi, j'aime que les taxes sur les transports, j'en souhaite le moins possible, mais celles qui existent, on parlait des péages tout à l'heure, reviennent vers les transports, et notamment pour décarboner l'aérien sur les carburants, sur plein de projets qui existent aujourd'hui, sur des avions électriques, sur certains territoires, etc., etc. Donc, Ryanair, c'est la même technique. Ils le font dans tous les pays européens. C'est presque des circulaires. Ils changent juste le nom du ministre des Transports à chaque fois. C'est agressif, c'est leur communication. Moi, ce que je sais aujourd'hui, plus que la taxe, c'est qu'ils ont un problème de matériel. Ils ne travaillent qu'avec Boeing qui n'arrive pas à leur livrer les avions qu'ils souhaiteraient aujourd'hui. Et ils ont un problème, donc ils vont vers d'autres pays. Et puis, également, je souhaiterais qu'ils arrêtent de s'exonérer, comme ils le font trop souvent, de leurs obligations fiscales dans notre pays, de leurs obligations sociales. Je rappelle que c'est une compagnie qui ne crée pas d'emplois dans les pays où elle s'installe, et notamment en France, à la différence d'autres low cost qui ont permis à des Français de connaître des pays qu'ils n'auraient peut-être jamais connus et à bas prix. Je n'attaque surtout pas les compagnies low cost. Particulièrement, les méthodes de Ryanair ne sont pas acceptables. On le voit, ils s'exonèrent de leurs obligations, ils ne créent pas d'emplois et ils jettent l'opprobre sur toute l'aéronautique française et tous les aéroports. Et s'ils peuvent le faire auprès des élus, ils adorent. Alors on va parler quand même un petit peu de politique. Philippe Tabarot, votre participation au gouvernement actuel a suscité des réactions très vives au sein de votre famille politique. On écoute le sénateur Les Républicains Henri Leroy, c'était sur BFM Nice-Côte d'Azur le 13 octobre. C'est une trahison politique, effectivement. La ligne était claire pour nous, il n'y avait pas de participation au gouvernement. Certains ont cru, se sont autorisés à violer la consigne du parti. Pour le moment, ils sont suspendus de toute fonction au sein des LR. Vous avez trahi votre parti, votre famille politique. Vous n'avez trouvé que ce sénateur-là, sincèrement, je peux vous dire que il est pas loin. Non, mais je retourne au Sénat tous les mercredis et je peux vous dire que j'ai un très bon accueil de mes anciens collègues qui m'ont dit « Tu as bien fait de rester au gouvernement, on a besoin de toi, on a besoin... » Les LR ne sont jamais aussi efficaces que quand ils sont en responsabilité, et les sénateurs que je vois au Sénat, comme les députés, me demandent de faire avancer leurs dossiers sur leur territoire et sont contents d'avoir un ami, entre guillemets, au sein de ce gouvernement pour pouvoir faire avancer. C'est un cas vraiment isolé, et puis vous l'avez affiché, sénateur LR, il a de LR plus que le SIC que vous lui avez mis en dessous. Il est clairement en dehors, et au Sénat, tout le monde le sait, et puis il affiche son soutien au président de l'UDR, Éric Ciotti. C'est son problème, mais qu'il ne vienne pas lui parler au nom des LR, c'est un peu incongru. Et vous êtes toujours LR ? Moi, je suis suspendu, ce qui est le cas, mais pas suspendu, comme je l'ai dit, de mes convictions. Je prends de la hauteur par rapport à ça, mais moi, les choses me paraissent cohérentes. Quand j'ai décidé, je vous l'ai dit en introduction, d'aller dans ce gouvernement, c'était pour continuer à servir mon pays, c'était pour continuer à servir le secteur des transports, servir mon département, et puis je ne pense pas, entre le dimanche soir où j'ai été nommé de nouveau au gouvernement comme d'autres, et le jeudi ou le vendredi, que les choses aient radicalement changé. Et puis on ne peut pas me reprocher d'avoir trahi et de siéger avec d'autres personnes, alors que je rappelle quand même que lors du gouvernement Bayrou que j'ai servi, mais où j'étais pas tout seul, et j'avais notamment le président de mon parti, Bruno Retailleau, on avait quand même des personnes avec qui on n'avait pas toujours été en phase, mais on a pensé que l'intérêt du pays était qu'on y aille. Et je vois pas ce qui a changé, moi, du dimanche au jeudi, à la différence de Bruno, qui a pensé... Vous l'en voulez à Bruno Retailleau, justement ? Non, je dirais jamais de mal de lui, et je ne lui en veux pas. Il a d'autres visées. Enfin, j'ai cru comprendre que malgré ses dénégations, 2027 pourrait peut-être l'intéresser pour l'élection présidentielle. Par contre, moi, je souhaite simplement continuer mon travail. On m'a donné les moyens de le faire. Sébastien Lecornu me donne les moyens de le faire. Et puis, je vous l'ai dit, on apprécie, moi, de siéger avec des gens
qui en plus n'ont pas d'appartenance politique particulière, comme Jean-Pierre Farandou, comme Serge Papin, qui sont des gens de la société civile, alors que précédemment on a avec Bruno siégé avec Madame Borne, qui n'était pas la première ministre la plus à droite des quinquennats Macron, avec 3 anciens ministres de François Hollande, qui sont des gens par ailleurs compétents et charmants. On ne peut pas nous faire le reproche aujourd'hui de ce que les autres ont fait hier, mais si on l'a fait ensemble hier, c'est pour la même raison. On ne voulait pas que la gauche, et en l'occurrence l'extrême gauche, puisse être appelée au gouvernement de la France, parce qu'on pense, et moi je le pense toujours, que les dégâts qu'ils auraient fait au pays auraient été irréversibles. Si vous étiez président des Républicains, est-ce que vous accorderiez l'investiture à Christian Estrosi à Nice, municipal ? Je suis suspendu de mes fonctions, ou en tout cas de mon parti, mais je ne vais pas... Donnez-moi les investitures, ce serait mal perçu. Ce que je peux vous dire sincèrement, c'est que Christian Estrosi est resté idéologiquement toujours très proche des LR, même si pour des questions de personnes, il avait pris ses distances et il est parti sur un autre parti. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que dans cette campagne municipale, les gens qui vont soutenir Christian Estrosi, et notamment les élus qui vont soutenir Christian Estrosi et qui vont probablement faire partie de sa liste, et je pense à mon excellente collègue, là c'était une sénatrice que vous auriez pu faire parler, Dominique Estrosi Sassone, sont des LR Bontin, que ce soit également Pierre-Paul Léonelli, qui n'a jamais été dans une autre formation. Donc ce sont eux les LR dans la liste probable de Christian Estrosi, et ça a une vraie logique que ce soit une liste qui soit aussi soutenue par les Républicains, même si elle sera investie peut-être par un autre parti. D'ailleurs, le ticket que vous propose Dominique Estrosi Sassone pour les prochaines sénatoriales, est-ce que vous y répondez favorablement ? Elle, tête de liste, vous, numéro 2 ? Je ne suis vraiment pas, à l'heure où je vous parle, dans l'élection sénatoriale. Si vous saviez, mais vous le savez, vous êtes un observateur, ce à quoi j'ai à penser en tant que ministre des Transports, vraiment pas je n'ai pas l'obsession de ma prochaine élection sénatoriale, même si je m'intéresse bien sûr, on est à 120 jours des élections municipales qui vont venir. Ce que je peux vous dire, quoi qu'il en soit, et que ce soit pour l'élection sénatoriale ou autre chose, j'ai envie de continuer d'une manière ou d'une autre à travailler avec Dominique Estrosi Sassone, qui est une présidente de commission au Sénat remarquable, qui est une élue locale remarquable, qui a une constance dans son engagement politique qui ne peut être que reconnue par tous, et que mon parcours, j'espère dans le futur continuer à le tracer avec elle, à quelque responsabilité que ce soit. Alors avant de terminer, on va passer à la question perso. Frédéric Maurice. Philippe Tabarot, votre sœur Michèle est députée et questeur de l'Assemblée nationale. Jusque-là, c'était plutôt elle qui était en première ligne. Est-ce que votre entrée en gouvernement a changé quelque chose dans vos relations, alors qu'elle n'a jamais été ministre jusqu'alors ? Écoutez, je pense pas, elle me l'a pas dit en tout cas. Vous savez, on a eu des combats politiques différents avec Michel, quelquefois qui se sont... on s'est retrouvés. Alors, on n'a jamais eu de grandes divergences. En tout cas, les divergences qu'on a pu avoir, elles ne sont jamais sorties à l'extérieur et en dehors de la table familiale dominicale. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être ça, les liens du sang. Je ne suis jamais aussi heureux que quand Michel peut avoir des fonctions qu'elle mérite, en l'occurrence là, avoir été élu depuis plus de 20 ans parlementaire, et une reconnaissance de ses collègues de l'Assemblée nationale en étant questeur. J'ai été plus heureux que quand je suis devenu ministre, et j'imagine que la réciproque est vraie pour elle. Donc voilà, il y a zéro compétition entre nous, il y a surtout beaucoup d'affection, et puis que comme c'est une question personnelle, je vais dire beaucoup d'amour. C'est bien pour terminer une émission. Merci beaucoup Philippe Tabarot. Merci Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin
pour sa préparation. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous sur cette émission depuis 4 ans. Merci aussi à Frédéric pour ce Justement, je duo. voudrais juste dire un petit mot. Merci du fond du cœur, Denis, pour la complicité qu'on a eue dans cette émission, mais au-delà de ça, des 15 années qu'on a partagées. Merci de ta confiance, merci de ton humanité, merci de ta bienveillance, merci d'avoir été toujours à mes côtés, et pas seulement à mes côtés, aux côtés de la rédaction. Tu nous as permis pendant ces 15 années de travailler librement, de travailler le plus proprement possible dans l'intérêt de nos lecteurs et de ce journal. Voilà, tu as été un grand patron, tu es un formidable journaliste, tu es un homme merveilleux. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. En tout cas, merci du fond du cœur, et je sais que je parle pour beaucoup au sein de cette rédaction. Merci beaucoup, Frédéric. Et sur le plateau aussi, je passe aussi. Merci beaucoup à tous. Vous allez tous beaucoup me manquer. À bientôt. Bonne soirée et bon week-end à tous.